L'idéologie inspire les politiques publiques. C'est pas les politiques publiques qui définissent l'idéologie. Ça, c'est une erreur que font tout le temps les historiens, parce qu'ils sont totalement en dehors de leur domaine de compétences. Et je parle pas d'un inconnu qui fait des vidéos, je parle de gens reconnus internationalement, comme Yann Kershaw, qui est une référence sur l'histoire du Troisième Reich. Bonjour à tous. On m'a envoyé cette vidéo d'un youtubeur, un certain Yann Bouvier, qui se présente comme historien et débunker, pour me demander ce que j'en pensais. Vu qu'il essaye de débunk les origines socialistes du fascisme, et qu'il use tous les arguments fallacieux, les lieux communs habituels, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo réaction, vu que c'est un sujet que j'aborde dans mes vidéos. Bien, commençons. Coucou toi, j'imagine que t'es venu ici attiré par la vignette. Le malaise, j'ai horreur de ces youtubeurs qui parlent à leur audience comme si t'étais leur pote. Je me demande pourquoi, toujours est-il qu'on va pas y aller par quatre chemins. Extrait. Tout le monde est fasciste. Et on sait quoi les fascistes? Les fascistes sont des gens de gauche. Le mouvement fasciste, il naît à gauche. Je sais ce que vous vous dites, il va encore faire de la politique. Ben oui, forcément, un petit peu au sens où j'investis le champ politique, mais pas au sens d'être partisan. Quoique, si, je prends un parti, celui du nécessaire respect des faits historiques. Une idée politique n'est pas un fait historique. Une idée apparaît forcément à un moment donné dans un contexte socio-politique, mais ce n'est pas un événement chronologique, comme une bataille ou le couronnement d'un roi. Une idée peut toujours être vécue et partagée, même après 1000 ans d'existence. Il y a des débats d'interprétation, mais ils existent parce qu'ils reposent sur des faits admis, prouvés, sourcés, qu'on ne peut pas tordre, rejeter, ignorer, simplement parce que ça dérange tel ou tel agenda politique. Et en parlant de ça, la petite musique du début, on l'entend de plus en plus souvent. Si les fachos ont changé de côté, ça voudrait dire que le fascisme est à droite, ce qui est loin d'être évident historiquement. On n'en entendait jamais parler car il est bien pensant devant une réalité insupportable. Le fascisme est de gauche. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On va raisonner en historien. Les idées politiques relèvent de la science politique. Ce serait mieux qu'ils raisonnent en politologue. Et on va prendre les arguments un par un, et en fait d'abord, il y en a un qui revient tout le temps. Mussolini est un socialiste. Mussolini était un vrai socialiste. Alors ça, c'est vrai, oui, Mussolini était socialiste, il le devient très jeune, et il intègre même en 1912 la direction du Parti socialiste italien, il a seulement 29 ans. Mais... Première guerre mondiale, guerre qui enclenche une bascule idéologique chez Mussolini qui devient nationaliste, militariste. 1914, il est exclu du Parti socialiste italien. D'accord. En 1914, quelles sont les idées socialistes que Mussolini abandonne? Et ce n'est pas Mussolini qui quitte le parti, il s'en fait exclure, ce qui est un petit peu différent. Il s'en fait exclure d'ailleurs car il milite pour l'entrée de l'Italie dans la guerre aux côtés de la France et l'Angleterre. Ce à quoi le Parti socialiste italien a opposé. Se faire exclure d'un parti parce qu'on n'est pas d'accord avec une prise de position conjoncturelle n'est pas la preuve d'un bouleversement idéologique. Et les années passant, il s'éloigne de plus en plus idéologiquement du socialisme. Quand il crée le Parti national fasciste en 1921 et qu'il arrive au pouvoir en 1922, il n'est plus socialiste. Logiquement, c'est là qu'on donne une citation d'une déclaration ou d'un écrit pour montrer que Mussolini en 1919 a rompu de manière significative avec les idées socialistes. Et donc l'argument Mussolini était au Parti socialiste, donc fascisme égale socialisme, il a un problème, c'est qu'il ignore les trajectoires politiques. Être de gauche un jour, puis peu à peu basculer vers la droite radicale, ça existe. Pourquoi Mitterrand et pas Chirac? Comme j'avais voté Mitterrand en 81, socialement, je me sentais dans le, si vous voulez, le camp des petits. Et en 88, je cherchais ma voie. Ah bah non. Bon. Les pirouettes rhétoriques du Yann Bouvier vont durer encore un moment, il est temps de parler un peu d'histoire des idées politiques. Les libéraux classiques voulaient une garantie des droits et des libertés individuelles par l'État. Les libéraux radicaux, qu'on appelle aussi jacobins, considéraient que ce n'était pas du tout suffisant, qu'il fallait prendre le pouvoir et utiliser la puissance étatique pour mettre en place une société libérale idéale, et balayer les restes de l'ancien régime. Les premiers socialistes étaient des libéraux radicaux qui considéraient que les doctrines économiques du libéralisme, c'est-à-dire le libre-échange et le laisser-faire, n'amenaient pas à une société meilleure. Donc il fallait pousser encore plus loin l'intervention de l'État pour améliorer les conditions matérielles de vie du peuple. Le socialisme naît d'une scission avec le jacobinisme. Si les origines ne suffisent pas à caractériser un positionnement politique plus tardif, la question qui doit être posée, c'est le régime fasciste a-t-il déployé une politique de gauche? Il n'y a que ça qui permettrait d'affirmer que L'inventeur du fascisme est un socialiste. J'espère que vous êtes motivés parce que ça va être très long. En sciences politiques, il y a une discipline qu'on appelle l'analyse des politiques publiques. C'est une méthodologie qui vise à déterminer pourquoi, comment et dans quel but une politique publique est mise en place. Et ces raisons sont très diverses.
Il y a bien évidemment des motivations idéologiques, mais des raisons de conviction personnelle, des contraintes économiques, géopolitiques, des intérêts personnels, des calculs politiciens. Il peut y avoir une infinité de raisons de pourquoi une politique publique est mise en place. Et les raisons idéologiques n'en sont qu'une parmi d'autres. Donc il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'idéologie politique, de conviction personnelle ou de politique publique? Les gens ne sont pas le produit chimiquement pur d'une idéologie. Et ces gens qui seront potentiellement amenés à former un gouvernement ne vont pas mener une politique qui est l'incarnation matérielle de leur idéologie. Un gouvernement, ce n'est pas le Vatican, et les politiciens ne sont pas des théologiens. Même les bolcheviks, qui étaient très dogmatiques, ont dû adapter leur politique en fonction des réalités politiques du moment. L'idéologie inspire les politiques publiques. C'est pas les politiques publiques qui définissent l'idéologie. Ça, c'est une erreur que font tout le temps les historiens, parce qu'ils sont totalement en dehors de leur domaine de compétences. Et je parle pas d'un inconnu qui fait des vidéos, je parle de gens reconnus internationalement, comme Ian Kershaw, qui est une référence sur l'histoire du Troisième Reich. Du coup, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'idéologie? Mais de quel courant? Parce que toute idéologie a des courants. Est-ce qu'on parle de conviction personnelle? Mais de qui? Mussolini, Hitler, Strasser, Primo de Rivera, Metaxas? Est-ce qu'on parle d'un gouvernement? Mais un gouvernement n'est pas une vitrine idéologique, contrairement à ce que certains semblent croire. C'est le moment de définir ce qu'est la gauche. Très vaste sujet, mais puisqu'il s'agit d'une vidéo de déconstruction de propos précis, eh bien on va retenir leur définition de la gauche. On a notamment cet article de Génération Z qui revient sur cette histoire de fascisme et gauche, et pour eux, la gauche désigne des forces politiques à tendance réformiste, voire révolutionnaire. Pas faux. Avec une particularité, la gauche serait toujours plus progressiste. Point qui peut davantage se discuter. Et pour les années 20 et 30 qui nous intéressent ici, les choses sont plus simples. La gauche, c'est surtout le socialisme, le communisme. C'est les gauchistes qui cherchent à être de gauche. Les penseurs politiques ne courent pas après un référentiel de journalistes et de lecteurs moyens. Dit Rote Fane, qui est un journal marxiste-léniniste, publiait en 1930 « Le fascisme est l'organisation de combat de la bourgeoisie », qui s'appuie sur le soutien actif de la social-démocratie. La social-démocratie est objectivement l'aile modérée du fascisme. J'ai tiré cette citation d'un recueil d'articles écrits par Léon Trotsky. Pour les marxistes des années 20 et des années 30, la question de savoir si les fascistes ou les sociodémocrates sont socialistes ne se pose pas. Les politiques sociales menées par les sociodémocrates ou les fascistes visent à domestiquer le prolétariat et servir d'assurance-vie à la bourgeoisie. Pour les marxistes-léninistes, il n'y a de vrai socialisme que le socialisme marxiste. Les autres sont de faux socialismes. D'ailleurs, j'invite à lire ces recueils de textes écrits par Trotsky. C'est infiniment plus intéressant qu'un débunker qui vous parle de gauche et droite. Le lien est dans la description. Le second étant idéologiquement, historiquement issu du premier. Le communisme est issu idéologiquement et historiquement du socialisme, qui lui-même est issu du jacobinisme. Du coup, le fascisme est idéologiquement et historiquement issu de quoi? Qui, à l'origine, 19e siècle, défendait les droits des ouvriers. Retenez l'information. Effectivement, retenez ce petit détail. Alors déjà, ce n'est pas les droits, ça c'est une formulation politicienne. Ils ont milité pour que les ouvriers, mais pas que, les pauvres en général, aient une meilleure vie. Mais puisqu'historiquement les mouvements socialistes ont défendu les ouvriers, Yann veut que vous considériez la défense des ouvriers comme un caractère ontologique et systématique du socialisme. C'est un sophisme assez subtil, mais un sophisme quand même. Ouvrier, c'est un métier, une catégorie sociale, une classe sociale. C'est très gauchiste d'essentialiser les catégories sociales, les femmes, les homosexuels, les étrangers, etc. Et appartenir à une catégorie sociale déterminerait vos idées politiques. Alors, les marxistes ont été pionniers dans ce déterminisme social, mais quand on parle des ouvriers au 19e, ça avait plus de sens qu'aujourd'hui. C'est une erreur de penser que les aspirations politiques se résument à sa catégorie sociale d'appartenance, supposée ou réelle. Et c'est une grave erreur de croire qu'on sait ce qui est bon politiquement ou non pour une catégorie sociale. Et ces deux familles début XXe siècle rêvent en commun du triomphe d'une organisation économique et sociale plus juste, voire plus égalitaire. Question donc, les fascistes ont-ils mené une politique d'inspiration socialiste, communiste? Par où commencer? Dès 1922, Mussolini met en place une politique ultra-nationaliste. Les fascistes soutiennent immédiatement la répression armée et féroce menée par le général Graziani contre les indépendantistes libyens. Or, au même moment, les socialistes et les communistes français, italiens, allemands prônent, eux, la décolonisation,
En quoi mater une rébellion, c'est ultra nationaliste? Tous les États ont maté des rébellions, et s'ils n'y arrivaient pas, ça finissait assez mal pour ces États. Ensuite, c'est contre des indépendantistes, donc des gens qui ont le projet de création d'un État national libyen. Donc c'est des nationalistes qui répriment d'autres nationalistes. La décolonisation, ça veut dire la création d'États-nations pour les colonies devenues indépendantes. Les socialistes européens soutiennent des projets nationalistes. L'antimilitarisme, on ne fait la guerre que si on est agressé. Oui, mais pourquoi? Parce que le gouvernement socialiste russe de transition en 1917, lui, continue la guerre. Et les sociodémocrates allemands hésitaient à refuser le traité de Versailles et reprendre la guerre. Et je ne parle pas du communisme de guerre, du militarisme de l'Union soviétique et toutes les actions militaires menées par des gouvernements d'inspiration communiste ou socialiste. La réalité, c'est que les socialistes européens du début du XXe considèrent que c'est les prolos qui vont mourir au combat pour le bénéfice de la bourgeoisie. Mais sous cet idéalisme, la réelle politique reprend le dessus. Les socialistes, à la veille de la Première Guerre mondiale, ont soutenu leur gouvernement, en justifiant qu'on ne réalisera pas le socialisme avec les Russes à Berlin. Et, cerise sur le gâteau, l'internationalisme. Vous savez, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas les armes, révolution puis guerre civile russe, mais c'est ce qu'ils prônent. Or, ces valeurs font horreur aux fascistes. La politique, c'est pas des valeurs. Ça, c'est pour les gens, les bobos par exemple, qui confondent l'arène politique avec un monastère. C'est des stratégies de lutte politique. Puisque la bourgeoisie joue à l'international pour casser les mouvements prolétariens, les prolétaires doivent se coordonner et s'unir à l'international pour lutter contre la bourgeoisie. Donc là, on est sur des questions de lutte et de stratégie politique, pas de fondement idéologique. Ce que eux prônent, c'est de combattre le pacifisme. Pour Mussolini, je le cite, la guerre est un devoir. Quant à l'internationalisme, franchement, non. Deuxièmement, Mussolini réprime tous les mouvements ouvriers et même avant son arrivée au pouvoir. 1920, Italie, grève générale, 300 usines sont occupées par des ouvriers pour réclamer des hausses de salaire. Le patronat fait appel à des milices fascistes pour casser les grèves, qui sont pourtant un outil privilégié des forces de gauche. Des mouvements et des syndicats communistes. Si votre projet politique c'est A, vous êtes en opposition avec les projets politiques B, C et D. Peu importe la proximité ou la distance idéologique. Il peut y avoir qu'une seule faction au pouvoir. Les bolcheviks ont massacré les mencheviks. Les sociodémocrates du SPD ont massacré les spartakistes. Les communistes espagnols et les anarchistes se sont entretués en plein pendant la guerre civile espagnole. À la Révolution française, la faction au pouvoir avait tendance à guillotiner ceux qui étaient un petit peu différents d'eux. Les sociodémocrates et les communistes ont aussi réprimé des mouvements syndicaux et ouvriers. Si Yann est vraiment historien, il devrait le savoir. À moins que son domaine soit l'histoire du Moyen-Âge. Mais à ce moment-là, quelle compétence il a pour aborder la première moitié du XXe siècle? Troisièmement, Mussolini veut créer une société dans laquelle les plus méritants, c'est-à-dire ceux qui auront le mieux servi l'État, auront plus d'honneur, plus de pouvoir, quand les gauches européennes espèrent toujours des sociétés plus égalitaires. La méritocratie serait anti-égalitaire. Alors ça, c'est une position de gauchiste actuelle. Les socialistes du début du XXe siècle, c'est des gens qui sont encore très influencés par les principes libéraux du XIXe siècle. L'accès à l'éducation pour les plus modestes et pour que chacun ait une chance de s'élever socialement. Ça fait partie des politiques menées par les socialistes. Ça fait déjà beaucoup, mais bon, on ne sait pas jusqu'où la mauvaise foi peut conduire les individus. À peu près 13 minutes et 26 secondes. Donc, quatrièmement, pour le Mussolini post-Première Guerre mondiale, la gauche doit être détruite. C'est l'ennemi absolu. Ah, c'est le moment de la citation découpée pour appuyer le propos. Prenons le paragraphe en entier, il n'est pas très long. Ni individu, ni groupe, parti politique, association, syndicat, classe en dehors de l'État. Le fascisme s'oppose donc au socialisme, qui fige le mouvement historique dans la lutte des classes et ignore l'unité de l'État, qui font les classes en une seule réalité économique et morale. Et de même, il est contre le syndicalisme de classe. Mais le fascisme veut que dans l'orbite de l'État, les exigences réelles qui donnèrent naissance au mouvement socialiste et syndicaliste soient reconnues, et les faire valoir dans le système corporatif où ses intérêts s'accordent avec l'unité de l'État. C'est littéralement la phrase juste après. Mussolini ne rompt pas avec les éléments qui ont conduit à la rupture entre les socialistes et les libéraux, donc les éléments fondateurs du socialisme.
Dans la doctrine du fascisme, Mussolini et Gentile expliquent en quoi la doctrine fasciste rompt avec le libéralisme, le communisme et la social-démocratie. Mussolini s'oppose au libéralisme et au marxisme pour des raisons philosophiques et idéologiques. Mais ce qu'il reproche aux sociaux-démocrates, ce n'est pas leur socialisme, c'est les questions de méthode. Pour résumer, il reproche aux sociaux-démocrates d'être des couilles molles. Mussolini reprend la critique de Georges Sorel, qui reproche aux sociaux-démocrates, qu'il appelle socialistes parlementaires, d'être dans l'inaction et d'être inefficaces. Ensuite, le fascisme ne se prétend pas être un rempart aux autres mouvements socialistes. Aux gauches, ça veut rien dire. C'est clairement écrit dans la doctrine du fascisme. Si la bourgeoisie, dis-je alors, croit trouver en nous des paratonnerres, elle se trompe. Nous devons aller au-devant du travail. Nous voulons habituer les classes ouvrières à être capables de diriger. Ne fût-ce que pour les convaincre qu'il n'est pas facile de faire marcher une industrie ou un commerce. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, surtout s'ils se disent de gauche, c'est que la bourgeoisie a besoin des fascistes pour lutter contre les communistes. Les fascistes n'ont pas besoin de la bourgeoisie. La romance des trois royaumes en Chine. La chute de la dynastie Han. L'aristocratie recrute des milices pour mater la rébellion des turbans jaunes. Les aristocrates qui sont restés sont ceux qui sont devenus eux-mêmes des seigneurs de guerre. Les autres se sont fait liquider. Quand une classe dirigeante affaiblie a besoin de faire appel à une force extérieure pour mater une rébellion, cette force extérieure remplace la classe dirigeante. Alors, on peut reprocher au gouvernement fasciste d'avoir été complaisant avec les intérêts bourgeois, mais c'est une critique qu'on peut faire et qui a été faite aux sociodémocrates. En 1923, il fait arrêter plus d'1 millier de communistes. L'année suivante, des chemises noires assassinent le chef des députés socialistes. Et ça se durcit encore en 1926. Bon, c'est ridicule, comme j'ai dit précédemment, chaque faction politique, surtout à l'époque, a fait buter ses adversaires politiques, peu importe la proximité idéologique. Là, vous allez me dire, mais Yann, il y a des ponts idéologiques quand même entre fascisme et communisme. Par exemple, parmi ceux qui veulent ancrer le fascisme à gauche pour mieux s'en éloigner, j'imagine. Et que dire de ceux qui veulent le classer à droite, sachant que sa genèse naît d'une scission avec des socialistes. Beaucoup disent ceci. Gentile était considéré par Mussolini comme l'inventeur du fascisme. Pour Gentile, comme le bras administratif de la société et l'État, il fallait pour le bien de la société se soumettre à l'État. Le travail de Gentile s'adresse directement aux progressistes qui défendent un État centralisé. Alors, effectivement, la volonté d'un État fort qui réduit les libertés individuelles, c'est bien un des marqueurs du fascisme et aussi du stalinisme. Effectivement, en URSS, État puissant, centralisé, policier. Mais pour ce qui est de Karl Marx et des communistes d'Europe de l'Ouest qui espèrent encore en l'utopie soviétique sans vraiment savoir ce qui s'y passe, c'est plus compliqué. Dans la société communiste idéale d'alors, il n'y a pas d'État. La société se gouvernerait seule, sans loi, après c'est vrai, une phase de dictature du prolétariat qui prendrait le contrôle de l'État, mais in fine, une fois la révolution achevée, plus d'État, on supprime. Parce que, écrit Lénine en 1919, l'État est un mensonge bourgeois. Cette machine, nous l'avons enlevée aux capitalistes, et quand il ne restera plus sur la Terre aucune possibilité d'exploiter autrui, cette machine, nous la mettrons à la ferraille. Un État faible et le respect des libertés individuelles, c'est des principes politiques libéraux. Le socialisme naît justement d'une volonté d'accroître le pouvoir et les prérogatives de l'État. Alors Marx pouvait bien rêver que dans un lointain futur, la finalité de son idéologie allait se réconcilier avec certains principes libéraux qui lui tenaient à cœur, un jour, dans un lointain futur. Il n'y a vraiment que les anarchistes pour qui l'abolition de l'État est au centre de l'idéologie. D'ailleurs, les anarchistes, comme Kropotkin, critiquaient vivement Marx pour son étatisme, et pour avoir la naïveté de croire que son idéal et ses méthodes allaient aboutir à l'abolition de l'État. Alors que pour les fascistes, in fine, je cite Mussolini en 1927, tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État. On est au-delà de la différence, c'est un fossé abyssal. Bien sûr, on pourra toujours trouver des liens entre fascisme et socialisme, de la même manière que si on creuse un peu, on pourra trouver des liens entre le programme de Reconquête et celui de la NUPES, voire celui d'Emmanuel Macron, si, faites pause. Je pense que pour un libertarien américain ou un taliban afghan, le programme du RN et de la NUPES doivent sembler très similaires. Tout est une question de perspective et de référentiel.
Mais dans ces deux cas contemporains, les différences l'emportent très largement. Idem entre le fascisme et les gauches. En son temps, le fascisme s'est construit contre elles, idéologiquement et en cherchant à les détruire. Ah oui, j'oubliais, il y a aussi cet argument-là. Le nom du parti nazi, qu'est-ce que c'est? C'est national-socialiste. Socialiste. Dans national-socialisme, il y a le mot socialisme. Et là, je suis battu. Ben oui, forcément, si c'est dans le nom, les nazis étaient socialistes. Ça peut pas être juste du marketing politique pour draguer le vote ouvrier en toute hypocrisie, et puis une fois arrivé au pouvoir, mener une politique contre-socialiste. Si les politiques l'écrivent, l'affirment, ben c'est que c'est vrai. Il est quasiment en train de sous-entendre que le NSDAP serait un complot de la bourgeoisie pour saper les forces communistes. Donc tous les gens qui ont rejoint le parti, qui était un micro-parti à ses débuts, pour son programme et son discours, faisaient semblant. Je connais pas beaucoup de gens qui rejoignent un parti dans l'idée de ne pas mener la politique du parti au pouvoir. Les national-socialistes sont forcément socialistes. Cette caricature est excellente. Elle illustre assez bien un certain double discours, mais ce double discours est assumé. C'est la collaboration des classes. Alors on peut ne pas être d'accord avec cette idée, mais il n'y a pas d'agenda caché. C'est comme en République populaire de Chine, c'est le peuple qui gouverne. Et la République démocratique du Congo est démocratique, comme chacun sait. Si le nom officiel de la Chine fait référence au peuple, c'est pour mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas une monarchie gouvernée par des aristocrates, mais que c'est des gens issus du peuple qui dirigent dans une ambition de collectivisation socialiste. Le Congo, c'est pour des raisons vis-à-vis de la dictature de Mobutu. En aucun cas, ça veut sous-entendre que ces pays sont gouvernés par des assemblées citoyennes comme à Athènes au 5e siècle. Alors après, c'est vrai que Hitler a soutenu la répression des mouvements ouvriers, qu'il a supprimé les syndicats non nazis. Les syndicats non nazis, donc les syndicats qui n'étaient pas tenus par le parti. Les communistes aussi ne toléraient pas les syndicats qui n'étaient pas tenus par le parti. Qu'il a globalement servi les intérêts des riches industriels. Il a aussi mené des politiques protectionnistes, de contrôle des prix, une forte intervention dans l'État, dans l'économie. Ce ne sont pas des politiques que le patronat apprécie beaucoup. Allant jusqu'à leur offrir de la main-d'œuvre gratuite. Oui, ils ont rétabli les travaux forcés, les communistes l'ont fait aussi, et bien d'autres avant eux. C'est pas quelque chose qui était appliqué à l'ensemble de la population allemande, c'est contre certaines personnes pour des raisons politiques. Et ce n'est pas pour les beaux yeux du patronat, c'est pour servir les intérêts économiques de l'État allemand. Qu'il a promis, je cite, de libérer l'Allemagne du marxisme, qu'il a fait enfermer dès 1933 des milliers de socialistes et de communistes dans des camps. Ce sous-entendu comme quoi être anti-marxiste serait être anti-socialiste est vraiment agaçant. Et il n'arrête pas de le faire dans la vidéo. Et il se répète encore avec la répression des adversaires politiques. C'est vrai aussi qu'ils s'asseyaient d'eux-mêmes à l'extrême droite du Reichstag pour bien montrer qu'ils n'étaient pas du tout de gauche. Mais oui, sûrement que... Ce sont des gens de gauche. Ils s'asseyaient à droite au Parlement, non pas parce qu'ils faisaient des bagarres de rue avec les communistes du KPD, et qu'il ne fallait pas les asseoir à côté, mais parce que le NSDAP était un parti crypto-monarchiste nostalgique de l'ancien régime. C'est un peu du même niveau réglementatif que la République démocratique de Corée est démocratique parce que c'est écrit dans le nom. Ils veulent détruire le capitalisme. Alors, oui, 1er mai 1933, discours de Robert Ley, futur ministre du Travail d'Hitler, je cite « Je sais comment le capitalisme vous exploite, je vous le jure, nous étendrons vos droits. » Ça sonne franchement socialiste, défendre les droits des ouvriers. 20 janvier 1934, Arbeit, je sais pas comment ça se prononce donc, loi d'organisation du travail. Je résume. Les patrons sont appelés Führer. Ils ont une autorité absolue. Les patrons choisissent eux-mêmes les délégués syndicaux, le droit de grève est interdit, les travailleurs sont exclus des processus de décision. Ah ben là oui, c'est sûr, c'est vrai, hein, les ouvriers ne sont plus exploités par le capitalisme. Betriebsführer, ce qui veut dire chef des opérations. Donc là, Yann joue sur l'ignorance de la langue allemande de son public pour faire du sensationnalisme. Führer, c'est un mot très commun dans la langue allemande. Chef de groupe se dit Gruppenführer, guide touristique se dit Reiseführer. Je remercie une personne qui a laissé un commentaire sous la vidéo originale à ce propos, que je vais vous lire. 9 minutes 18 secondes. Les patrons sont appelés Führer, plus exactement Betriebsführer. Les entrepreneurs allemands sont fonctionnalisés et reconvertis en Betriebsführer, c'est-à-dire en simple directeur d'établissement, une façon toute bureaucratique de leur ôter toute velléité d'initiative. Ils ne peuvent plus diriger leur entreprise comme ils l'entendent,
Ils sont tenus de se conformer aux ordres venus du Bureau central d'organisation de la production, le Reichswirtschaftsministerium, et des organismes qui lui sont rattachés pour chaque branche et pour chaque région. Donc, aux ordres du parti, l'État et le parti ne forment qu'un. Les salaires des entrepreneurs sont fixés par l'État. C'est très bien, tu démontres que les patrons ne sont plus des patrons, mais des agents de l'économie socialiste planifiée. Je simplifie, l'économie, pour les nazis, c'est avant tout un instrument au service de la puissance de l'État. Tant que les patrons la nourrissent, tout va bien, et puis si le parti nazi pense le contraire, on se débarrasse du patron. Oui, c'est pas tout à fait l'idylle capitaliste. Et pour celles et ceux qui voudraient rappeler en commentaire certaines mesures sociales mises en place par les nazis, par exemple favoriser l'accès d'enfants défavorisés aux études supérieures, c'est la même. Le but, c'est de former les futurs cadres de l'État pour le renforcer et l'aider à mettre en place sa politique raciste. C'est là qu'on voit qu'il est quand même conscient de la faiblesse argumentative de sa vidéo. Et ce sont l'obligation d'essayer de discréditer les mesures sociales prises par le NSDAP. Oui, mais c'était pour de méchantes raisons. Il y a cette tendance des bobos de penser que l'État est une entreprise de charité. Le fait de penser les politiques publiques en termes de bénéfices individuels, c'est une tendance qu'on trouve très souvent chez les libéraux. Les autres courants politiques ne pensent pas comme ça. Ils pensent en termes de bénéfices collectifs. La France et d'autres pays ont aussi mis en place des politiques méritocratiques, comme les concours des écoles, les bourses d'études, et ce n'est pas par charité. C'est pour que ces potentiels talents puissent servir le pays. C'est un service public. Et un service public, c'est pour servir un intérêt collectif, qui va au-delà de simples intérêts individuels. Et ça, c'est anti-socialiste, au sens où le socialisme s'entendait en Europe de l'Ouest dans ces années-là. Où le socialisme s'entendait dans ces années-là en Europe. Donc à un autre endroit, à une autre époque, le fascisme serait un mouvement socialiste. L'idéologie politique, sur les fondamentaux idéologiques, ne change pas en fonction du temps et du lieu. Ce qui peut changer, c'est des questions de doctrine et de méthode. Les libéraux classiques du XVIIIe siècle sont tout autant libéraux que les jacobins du XIXe. Même si, sur des questions de doctrine et leur rapport à l'État, ce ne sont pas les mêmes. La seule dimension réellement socialiste du nazisme, je cite Frédéric Salé, c'est qu'il est descendu vers les masses pour tenter d'en améliorer la vie. Mais c'est tout. Oui, ce qui est le projet à l'origine du socialisme. Des mesures sociales, oui, mais réservées au peuple allemand, définies selon des critères biologiques, raciaux. On est très très loin de l'universalisme prôné par les gauches. Mussolini dit à ce sujet dans la doctrine du fascisme « Aujourd'hui, j'affirme que le fascisme, considéré comme idée, doctrine, réalisation, est universel. Italien dans ses institutions particulières, il est universel dans son esprit et il ne saurait en être autrement. L'esprit, par sa nature même, est universel. On peut donc prévoir une Europe fasciste, une Europe qui s'inspire dans ses institutions et doctrines de la pratique du fascisme, c'est-à-dire une Europe qui résolve, dans un sens fasciste, le problème de l'État moderne, de l'État du XXe siècle, bien différent des États qui existaient avant 1789, ou qui se formèrent ensuite. Le fascisme répond aujourd'hui à des exigences de caractère universel. Mais il dit aussi des décombres des doctrines libérales, socialistes, démocratiques. Le fascisme extrait les éléments qui ont encore une valeur vitale. Il conserve ce que l'on pourrait appeler les faits acquis de l'histoire. Et il rejette tout le reste, c'est-à-dire la conception d'une doctrine bonne pour tous, en tout temps et pour tous les peuples. On peut y voir une contradiction, moi j'appellerais ça plutôt une nuance. Puisque le fascisme se réclame d'un certain ordre naturel, tous les peuples peuvent être fascistes. Il n'est pas ancré dans une culture particulière. Mais le fait qu'une doctrine politique puisse être universellement adoptée ne fait pas que les politiques menées soient universalistes dans le sens où elles s'adressent à tous. L'universalisme au niveau des politiques publiques est un principe politique libéral. Si on considère que l'universalisme est intrinsèque au socialisme, ça revient à considérer que le socialisme est un sous-courant du libéralisme, ce qui est fortement discutable. Quoi qu'il en soit, le fascisme rejette un principe politique libéral, et pas un principe socialiste. Un discours contre-capitaliste, là aussi, oui, mais pas du tout pour faire advenir un monde socialiste au sens de Marx ou de Lénine, où les moyens de production seraient socialisés, mis en commun. Le marxisme, c'est un projet socialiste parmi d'autres. Alors, les marxistes prétendent être le seul vrai socialisme, le socialisme scientifique. Mussolini appelait le marxisme le socialisme pseudo-scientifique. Mais dans tous les cas, être anti-marxiste n'est pas être anti-socialiste.
Même l'aile gauche du parti nazi dont Hitler se débarrasse en 1934, hein, nuit des longs couteaux. Oui, la faction la plus socialiste du NSDAP est liquidée durant la nuit des longs couteaux, notamment Strasser et Röhm. Ce qui veut dire qu'une ligne socialiste radicale existait bel et bien au sein du parti. Et contre-syndicaliste, contre la lutte des classes, et pas du tout contre la propriété privée. Jamais, sauf celle des juifs. Le projet socialiste à l'origine, ce n'est pas l'abolition de la propriété privée. Les sociaux-démocrates n'ont pas aboli la propriété privée non plus. Le nazisme d'Hitler n'est pas anticapitaliste. Son rêve, c'est d'aboutir à la Volksgemeinschaft, c'est-à-dire, pour simplifier, à l'unité de la race. Éliminer les impurs pour assurer la cohésion nationale. C'est le but. Tout doit permettre de l'atteindre, y compris le capital qu'on laisse au privé. Je cite à nouveau Frédéric Salé. Le socialisme utilisé n'a été qu'une illusion, un outil au service de la toute-puissance de l'appareil d'État, ne redoutant pas d'être enterré quand la nécessité de l'accomplissement nationaliste et raciste s'imposait. La citation d'un jugement de valeur faite de poncifs est censée rendre un argumentaire pertinent. Quoi qu'il en soit, oui, les fascistes ne mènent pas des politiques publiques égalitaristes et universalistes, qui ne reconnaissent aucune distinction de race, de sexe, de nationalité, etc., entre les individus. Principe politique libéral. Reste une question. En 1997, Robert Hue, dirigeant du Parti communiste français, déclare « Des crimes horribles, massifs, systématiques ont été commis sous la responsabilité de dirigeants d'État se réclamant du communisme. Je romps ma neutralité 2 secondes, je vote pas communiste, voilà, c'est pas mon truc. » Il n'y a rien de neutre dans cette vidéo. Rien que le fait de choisir ce sujet de vidéo plutôt qu'un autre n'est pas neutre. Et en plus, quand on écrit clairement « debunk », dans le titre, on affiche clairement un parti pris. Mais force est de constater, même si ça a semble-t-il été oublié depuis, qu'une bonne part de la gauche radicale a fait son inventaire historique et son mea culpa. À l'opposé de l'échiquier politique, le réflexe de certains n'est pas de reconnaître que des crimes horribles, massifs et systématiques ont été commis sous la responsabilité de chefs d'État se réclamant du nationalisme. Non, c'est juste de se débarrasser de la patate chaude. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Si vous étiez toujours pas convaincu que la vidéo de ce Yann était un ramassis de mauvaise foi et de sophisme dans le but de servir un propos partisan et biaisé, c'est le moment. Bon, déjà, le nationalisme, c'est une doctrine politique qui naît sur les bancs de la gauche avec les Jacobins. Les monarchies réactionnaires qui règnent sur les royaumes constitués de peuples divers et variés ne sont pas nationalistes. Ensuite, que des responsables de partis communistes soient sommés de s'expliquer par la bourgeoisie sur les politiques de régimes communistes étrangers, c'est censé être pertinent. Puisque monsieur aime bien faire référence à Zemmour dans sa vidéo, Zemmour se dit national-libéral, pas national-socialiste. Il n'a aucun compte à rendre, et ce qui n'est pas le cas de Robert Hue qui se réclamait du communisme. Surtout que maintenant, il est parti chez Macron. Je ne crois pas que c'était un très bon exemple. C'est une vraie question, hein. Voilà, je vous laisse y répondre dans l'espace commentaire. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous présente mon roman graphique sur le... Non, ça va. Une vidéo me suffit, et je crois que pour améliorer l'éducation politique du bon peuple, il ne faut certainement pas soutenir toutes ces créatures qui se disent zététiciens ou des bunkers. Félicitations si vous êtes restés jusque-là. C'était fastidieux, et vous me direz en commentaire si la vidéo vous a intéressé. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.